c'est le début de nos travaux et tout le monde ne peut pas forcément arriver à 11 heures, notamment quand on vient de loin. Mais si on attend encore plus longtemps, après c'est les autres conférents qui vont se retrouver un peu plus en retard. Merci d'être là, bienvenue pour ce premier cycle de formation conférence pour cette première journée des amphis. Donc moi je suis Emmanuel Bompard, je suis député de la France Insoumise et de la NUP de Marseille. Et à côté de moi, vous avez Anaïs Bellawassa qui était pendant la campagne présidentielle la secrétaire générale de la campagne. Alors la secrétaire générale de la campagne, c'est pas forcément la fonction qui est la plus... C'est pas forcément la fonction qui est la plus visible, le secrétariat général de la campagne, mais c'est une fonction qui est essentielle. C'est toute la coordination des déplacements des équipes, l'organisation de tous les déplacements du candidat, des différents meetings, toutes les réunions publiques qui ont été organisées partout dans le pays avec des oratrices, des orateurs nationaux. Tout ça, c'était Anaïs et son équipe qui se sont occupés de ça. Donc voilà, je voulais le dire parce que c'est pas forcément les gens qu'on a le plus vus pendant la campagne, mais sans eux, il n'y a pas de campagne. Alors on a voulu vous proposer cette première conférence. On l'a appelée La France Insoumise, pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots. Pourquoi, c'est-à-dire comment on en est arrivé en quelque sorte à la constitution de ce mouvement de la France Insoumise. Pourquoi en deux mots, pour faire quoi? Quels sont nos objectifs? Et pour ça, moi je vais faire une petite présentation historique de comment on en est arrivé à la constitution de la France Insoumise et d'essayer de délimiter, sans avoir forcément d'ailleurs la prétention d'être exhaustif, un peu les missions, les fonctions qui sont les nôtres. Et Anaïs, elle donnera aussi quelques illustrations en s'appuyant notamment sur ce qu'on a fait pendant la campagne présidentielle, quelques expériences pour essayer d'en tirer des enseignements. Alors, et puis on se laissera du temps pour discuter. Bien évidemment, dans la discussion, on peut aborder tous les sujets, je les aborderai moi-même. Il ne s'agit pas de dire que le mouvement de la France Insoumise est un mouvement figé. Et donc, puisque certains camarades sont venus me voir avant, celles et ceux qui veulent évoluer et réfléchir et évoquer les éventuelles évolutions nécessaires de la France Insoumise, c'est bien évidemment bienvenu dans la discussion. Il n'y a pas de problème sur ce sujet. D'abord, comment on en est arrivé à la constitution de la France Insoumise? Alors, bien sûr, c'est la France Insoumise. Elle ne date pas de l'élection présidentielle de 2022, même si on a fait un score très important. Et son idée, elle ne date pas de l'élection présidentielle de 2017, même si officiellement c'est l'élection présidentielle de 2017 qui a conduit à la création de la France Insoumise. L'idée ou le projet politique qui est porté par la France Insoumise, ça s'inscrit dans une histoire assez longue et une histoire qui, bien sûr, remonte au début à la fondation du mouvement ouvrier, si je veux aller la chercher le plus loin possible, mais qui, dans la création de cet objet France Insoumise, remonte... dans les premières réflexions qui sont menées à la fin des années 90, au début des années 2000, sur les évolutions de la gauche en France et en Europe, et notamment sur l'idée qu'on est face à deux grands courants d'idées, le courant d'idées communistes, le courant d'idées socialistes, qui sont les deux dans une situation d'échec à ce moment-là. Le mouvement communiste, parce que partout en Europe, l'influence des différents partis communistes va en descendant, et c'est le cas notamment en France, mais pas seulement. Et le courant socialiste, parce que alors que pendant le XXe siècle, en particulier en France, le courant socialiste français avait une spécificité, petit à petit, l'ensemble des partis socialistes en Europe s'alignent sur une orientation qu'on a qualifié à l'époque de démocrate. Si vous n'avez pas lu, je vous invite à lire le livre qui a été publié à l'époque par Jean-Luc Mélenchon qui s'appelait Enquête de gauche, qui analyse cette évolution des courants socialistes en France et en Europe au cours du XXe siècle, et qui est en quelque sorte l'idée que petit à petit, ce courant-là, il renonce bien sûr à l'idée de la rupture avec le système capitaliste tel qu'il est, mais renonce même à ce qui était un peu l'orientation des partis socialistes en Europe, qui était l'orientation qu'on appelait social-démocrate, qui était l'idée de dire, bon, on va chercher un compromis
entre le salariat et le patronat, et on va essayer de se positionner dans cette situation de compromis, sauf que le Parti socialiste à l'époque n'analyse pas le fait que le capitalisme a changé de forme, qu'il est devenu transnational, et que votre patronat, il n'est plus dans votre pays dans lequel vous pouvez peut-être espérer faire un compromis, et que donc ce projet politique-là, petit à petit, il mute vers ce qu'on appelle le projet démocrate. Ça commence dans les années 80 aux États-Unis, notamment sous l'écriture de Clinton, de Blair en Grande-Bretagne, qui est grosso modo l'idée, comme on ne peut pas transformer le système, essayons d'être en quelque sorte l'hôpital de campagne qui va corriger les méfaits du système capitaliste tel qu'il fonctionne. Et donc ces deux projets, le projet communiste, le projet socialiste, sont en échec à ce moment-là. Et donc l'analyse qu'on fait à l'époque est de dire attention, si on continue comme ça, l'avenir, c'est tout simplement la disparition de la gauche politique dans ce pays, à l'image de ce qui a pu se faire par exemple en Italie, où finalement il n'y a plus de parti de gauche influent politiquement. Et c'est l'époque où Jean-Luc Mélenchon, avec d'autres, décide de quitter le Parti socialiste, de constituer un parti, c'est le parti de gauche, mais tout de suite, parce qu'il ne s'agissait pas de constituer un parti de plus, propose une stratégie qui est à l'époque la stratégie du Front de gauche. Et ça, c'est la première étape un peu de la réorganisation de la gauche politique en Europe, que je pourrais appeler un peu l'étape des coalitions politiques. Et donc en France, il y avait le Front de gauche. En Grèce, pour celles et ceux qui s'en rappelaient, et je ne juge pas ce qui s'est passé après, j'analyse juste les différentes évolutions, il y avait Syriza. En Allemagne, il y avait Die Linke, qui était issu d'un regroupement à la fois d'anciens partis communistes est-allemands et d'une branche de la social-démocratie en Allemagne de l'Ouest. Et ça, c'est la première étape, l'étape des coalitions politiques. Je n'analyse pas tout en détail, parce que sinon je vais être trop long sur comment on est passé ensuite à une deuxième étape. Mais en gros, cette première étape, elle permet quand même à cette autre gauche, comme on l'appelait à l'époque, d'exister, de ne pas disparaître, de tenir le drapeau en quelque sorte. Et ça nous permet en France, à l'élection présidentielle de 2012, d'amener ce camp-là au-delà des 10% et donc de franchir un seuil de crédibilité. Mais après, cette étape des coalitions, elle se retrouve confrontée à des difficultés. C'est le cas en France, à des divergences stratégiques, notamment à l'époque avec le Parti communiste, sur la question de comment on traite le rapport à la social-démocratie à l'époque, et donc au Parti socialiste, autour de l'idée, c'est ce que nous défendions à l'époque, tant que nous n'avons pas été en capacité de réorganiser le centre de gravité de la gauche autour d'une orientation de rupture, toute stratégie qui consiste aux élections à se ranger derrière la social-démocratie, en fait, ne permet pas de faire exister ce pôle et d'espérer qu'il y a un changement de rapport de force au sein de la gauche. Et à l'époque, il y a un désaccord avec le Parti communiste sur ce sujet, ça amène à la fin du Front de gauche, et il y a, et c'est le cas un peu partout en Europe, et il y a la deuxième étape, en quelque sorte, de l'autre gauche en Europe, qui est l'ère des mouvements, et qui est initiée aux élections européennes de 2014 en Espagne par le mouvement Podemos, qui dit, parce qu'ils sont confrontés en quelque sorte à la même difficulté, on va construire un objet politique de type nouveau, et on va le faire autour d'une orientation stratégique qui est nouvelle, c'est-à-dire qui s'appuie moins sur les références idéologiques, culturelles de la gauche, notamment parce que le mot est usé, parce que ce que j'ai dit sur l'évolution démocrate des différents partis socialistes font qu'il y a une partie de la population qui ne croit plus à ça, et que si vous utilisez le mot gauche, on vous dit vous êtes comme François Hollande, donc en fait on a déjà connu, donc on ne veut pas de vous. Et donc ils réfléchissent autour de cette évolution, et donc ils créent le mouvement Podemos, et ils substituent en tout cas dans le discours à un discours de classe traditionnelle, ils substituent un discours qui est un discours peuple, oligarchie, et c'est ce qu'on a appelé le courant populiste de gauche. C'est les écrits de Chantal Mouffe, de Laclau, je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé ça, qui inspirent cette évolution idéologique. La France Insoumise, elle naît à peu près à cette époque, en 2017, et elle se veut aussi un mouvement. Elle reprend certaines idées de Podemos, bien sûr, mais elle crée aussi sa propre théorie politique, et notamment c'est tout les écrits qui ont été développés par Jean-Luc Mélenchon dans le livre L'ère du peuple, qui détermine et qui essaye de créer quelles sont les conditions matérielles d'évolution de la société sur laquelle on s'appuie pour théoriser la constitution et la nécessité d'un mouvement. Ça, c'est l'étape qu'on vient de vivre, 2017 jusqu'à 2022.
2022 amène un élément nouveau. C'est une troisième étape en quelque sorte. Mais j'ai envie de dire, autant pour la première étape, on pouvait dire que c'est l'Allemagne, la Grèce qui avaient un peu ouvert le bal. Autant pour la deuxième étape, on pouvait dire c'est peut-être l'Espagne qui avait ouvert le bal. Bah, pour la troisième étape, c'est un peu nous qui avons ouvert le bal parce que ce qu'on a fait aux élections présidentielles et aux élections législatives, c'est quelque chose de totalement inédit. C'est-à-dire amener la gauche de rupture dans un pays du centre, comme on dit, même si on peut discuter longtemps de cette terminologie, mais du centre capitaliste, amener la gauche de rupture au-delà des 20% à l'élection présidentielle, première étape. Et sur cette base-là, organiser le regroupement de l'ensemble des formations politiques de la gauche, mais pas l'organiser autour d'une base qui soit une base d'accompagnement avec le système capitaliste, mais bien l'organiser autour d'une base de rupture avec le système capitaliste. Et parfois, il y a des gens qui disent « oui, mais il aurait fallu s'unir aux élections présidentielles ». Mais s'il n'y a pas eu d'union aux élections présidentielles, ce n'était pas pour être méchant, c'était tout simplement parce que ce n'était pas possible, parce que la question de l'orientation autour de laquelle devait se faire ce regroupement n'était pas tranchée. Et c'est l'élection présidentielle qui l'a tranchée, et qui a permis la constitution de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. On est dans cette phase-là, on verra où elle nous amène, mais on est dans cette phase-là du point de vue stratégique. Premier élément que je voulais évoquer dans la présentation. Deuxième élément, pourquoi ? Pour faire quoi ? Pourquoi on a besoin d'un mouvement politique comme celui de la France insoumise ? D'abord, c'est important de le dire, on n'est pas un mouvement d'accompagnement avec le système. On est un mouvement, excusez-moi du mot s'il choque ou il gêne, mais en tout cas moi il ne me choque pas ou il ne me gêne pas, on est un mouvement révolutionnaire. Révolutionnaire au sens de l'idée où on veut transformer radicalement la société et on veut changer complètement la manière avec laquelle elle est organisée. On ne veut pas seulement en infléchir un petit peu le cours. Mais la révolution qu'on défend, c'est la révolution citoyenne. C'est-à-dire une révolution qui s'appuie bien évidemment sur les mobilisations sociales, syndicales, sur les rapports de force tels qu'ils existent et tels qu'ils se construisent dans la société. Mais c'est un mouvement qui considère que la perspective du prise de pouvoir, elle peut se faire par les élections. C'est ça un mouvement de révolution citoyenne. Ça ne veut pas dire qu'on est un mouvement purement électoral. Ça ne veut pas dire qu'on considère que ce ne sont que les élections qui vont permettre de changer les choses. Ça veut dire qu'on considère que le rapport de force, il se construit de manière alternative dans l'élection, dans la rue, qu'on gagne du rapport de force et qu'au fur et à mesure que ces deux étapes avancent ensemble, la perspective du prise du pouvoir s'approche. C'est ça l'idée de la révolution citoyenne. C'est important, à mon avis, de ne pas oublier ça, y compris parce qu'on a constitué la NUP, bien évidemment, avec des courants politiques qui, pour certains, peuvent se prétendre, même si après le débat révolutionnaire, réformiste, on pourrait le discuter. Mais nous, on n'a pas abandonné cette perspective-là, et cette perspective, c'est la perspective de la révolution citoyenne. Donc on est un mouvement. Pourquoi ? On est un mouvement dans lequel il y a des individus qui s'organisent collectivement pour mettre en œuvre cette révolution citoyenne avec un objectif, parce qu'on n'est pas un club de pensée, même si c'est important qu'il y ait des clubs de pensée. On n'est pas un think tank. On est un mouvement qui a une vocation, c'est d'exercer le pouvoir. On n'est pas juste là pour faire vivre le débat d'idées, même si c'est très important qu'il y ait des structures qui fassent vivre le débat d'idées. Mais si on est dans un mouvement politique, c'est parce qu'on considère qu'on a envie de s'organiser collectivement avec une perspective. Et la perspective, c'est de gagner les élections, c'est d'exercer le pouvoir et c'est de gouverner le pays. C'est important, à mon avis, de l'avoir en tête dans nos différentes réflexions. Donc, c'est quoi la France insoumise ? C'est un mouvement, c'est un lieu d'organisation collective avec un objectif, prendre le pouvoir et l'exercer sur une orientation de rupture qui est la révolution citoyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant et pourquoi on s'organise ? Avec quel objectif ? Avec quelle mission ? Et pourquoi on a besoin de le faire ? Il y a pu avoir dans l'histoire des courants politiques, y compris à gauche, qui considéraient qu'il y avait une lecture un peu mécaniste de l'évolution de l'histoire, qui considéraient qu'on allait avoir une crise du capitalisme, qu'il y allait avoir de plus en plus de prolétaires, qu'ils allaient devenir majoritaires dans la population et que donc, naturellement, ils allaient pouvoir exercer le pouvoir parce qu'ils allaient être les plus nombreux et que finalement, il n'y avait pas vraiment besoin d'agir, je caricature vraiment, mais volontairement, il n'y avait pas forcément vraiment besoin d'agir dans la société puisque, naturellement, tôt ou tard, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre vision, sinon on ne s'organiserait pas collectivement. Il y a eu d'ailleurs des analyses très intéressantes
sur comment les mouvements, les partis politiques, les courants politiques du mouvement ouvrier, à la fin du 19e siècle, ont été confrontés à ce qu'on a appelé à l'époque la crise du marxisme, c'est-à-dire on est dans une situation où on ne comprend pas, parce que la théorie nous a dit qu'on allait exercer le pouvoir, mais on n'exerce pas le pouvoir. Alors il y a eu plusieurs réponses qui ont été apportées. Il y en a qui ont dit, bon, bah, si la théorie nous dit qu'on exerce le pouvoir, mais qu'on n'exerce pas le pouvoir, bah, c'est que la théorie est fausse. Bon, donc on abandonne la lecture marxiste de la société et on passe à autre chose. Ça a existé. Bon. Il y en a d'autres qui ont dit, bah, si la théorie nous dit qu'on doit exercer le pouvoir, mais on ne l'exerce pas, bah, c'est que c'est la réalité qui est fausse. C'est-à-dire qu'on a raison, mais le peuple s'en rend pas compte. C'est ce qu'on a appelé l'avant-gardisme. C'est-à-dire, bah, c'est nous qui avons raison, mais puis on continue, et puis en fait on a raison, mais c'est eux, ils n'ont pas compris. Bon. Bon, et puis après, il y a eu, et j'en viens là, à mon avis, à un objectif de notre mouvement, et il y a eu des travaux de gens, je pense à Gramsci notamment, qui ont dit non, le problème qu'on a, c'est pas que la théorie est fausse et que nos idées, que notre programme, il est sociologiquement majoritaire, c'est pas que c'est faux, et que donc on va prendre le pouvoir, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas aussi mécanique que ça. Et c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la bataille culturelle, la bataille idéologique, que peut-être qu'on est majoritaire, que peut-être nos idées sont majoritaires, mais l'idéologie dominante, le système en place, il s'organise pour essayer de faire en sorte de ne pas perdre le pouvoir malgré le fait qu'il est socialement et sociologiquement minoritaire. Et ça, c'est tous les travaux de Gramsci qui pense, qui réfléchit comment le système de domination des puissants, comment le système capitaliste, il ne s'impose pas et il ne domine pas uniquement par le hard power, excusez-moi pour le mot anglais, c'est-à-dire la force, la coercition, la police. Non, il domine aussi par ce qu'on peut appeler le soft power, c'est-à-dire une sorte de domination légère qu'on appelle l'idéologie dominante, c'est-à-dire comment le système il a imprégné l'ensemble des sphères de la société, le cinéma, la musique, vos rites, vos cultures, où vous trouvez ça normal, où vous trouvez ça génial d'avoir comme objectif d'avoir une super belle voiture autour d'une super belle piscine avec une super belle chaîne en or, parce que vous trouvez que c'est ça le synonyme de la réussite. Bon, ben ça, c'est concrètement ce que ça veut dire l'idéologie dominante. Et donc, un des premiers objectifs, à mon avis, d'un mouvement comme la France Insoumise, c'est de mener la bataille idéologique, mener la bataille culturelle, le faire dans la société, le faire dans le monde médiatique pour nos porte-paroles, mais le faire aussi sur le terrain, autour d'une idée. Peut-être que nous, on n'a pas la possibilité d'infléchir, d'influer sur le discours médiatique dominant, mais par contre, on a le nombre, et donc on peut faire ce travail de fourmi qui, petit à petit, fait progresser les idées, lutte contre la résignation, montre qu'une alternative est possible au système qui est le système dominant actuel. Premier objectif, à mon avis, d'un mouvement politique comme le nôtre. Deuxième objectif, plus difficile peut-être à comprendre, mais à mon avis essentiel si on est un mouvement politique révolutionnaire. Une révolution, c'est un moment où il y a des structures de pouvoir auxquelles on substitue d'autres structures de pouvoir. On est aujourd'hui dans un moment où petit à petit, la structure de pouvoir de l'État, la structure de pouvoir dominante, elle perd en autorité, en légitimité. C'est d'ailleurs généralement à ce moment-là que le système capitaliste passe du soft power dont j'ai parlé tout à l'heure au hard power, c'est-à-dire que petit à petit la domination naturelle n'existe plus et donc on durcit la forme de domination. Et si vous avez besoin d'en être convaincu, regardez comment la police a été utilisée ces 5 dernières années dans la répression des mouvements sociaux. Regardez comment petit à petit le macronisme, avec son visage gentil, de gendre idéal, devient petit à petit, ou travaille petit à petit en lien plus ou moins étroit, y compris avec l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Et vous comprendrez comment, face à une crise d'autorité du système politique dominant, vous avez petit à petit une tendance à aller vers des formes de maintien de l'ordre de plus en plus autoritaire et de moins en moins s'appuyant sur la coercition douce de l'idéologie dominante. Donc si ces structures-là de pouvoir, elles perdent en autorité, une des tâches d'un mouvement politique comme le nôtre, c'est de faire monter en puissance des structures de pouvoir alternatives. Et c'est ce qu'on a appelé le travail de soutien à l'auto-organisation populaire. Comme ça apparaît peut-être très théorique, mais si on veut être un peu plus pratique, je vous donne un exemple très simple. Il y a des caravanes dans des quartiers, il y a des camarades, dans des quartiers populaires
à Marseille par exemple, qui à un moment on dit nous on va faire des caravanes sur l'accès aux soins. Parce que le système d'organisation publique du soin dans les quartiers populaires ne permet tout simplement plus de répondre aux problématiques de la population. Donc nous, on va créer une structure alternative. Voilà. Et si vous voulez être dans une perspective révolutionnaire, il faut que petit à petit, vos structures alternatives de pouvoir prennent de l'importance, prennent de l'autorité, prennent de la légitimité, et vous remportez comme ça du rapport de force dans la population. Donc deuxième objectif, plus difficile peut-être à mettre en place, mais réfléchir en permanence à comment le mouvement il favorise des dynamiques d'auto-organisation populaire, de lieux de pouvoir, d'assemblées citoyennes, de lieux qui se structurent et qui petit à petit prennent en charge les défis qui sont les défis de la société. Deuxième objectif à mon avis. Troisième objectif, bien sûr, parce qu'on ne prétend pas faire ça tout seul, il y a des luttes, il y a des mobilisations dans la société. Un de notre travail, c'est de les soutenir, c'est de les aider, c'est de les renforcer et c'est de les relayer politiquement. Bon, ça, on le fait déjà, mais c'est important de dire que c'est nécessaire de le faire. Quatrième objectif peut-être, encore une fois, je ne prétends pas être exhaustif sur les différents objectifs, vous en aurez peut-être certains à rajouter. Quatrième objectif peut-être, si on veut faire ce travail dans l'idéologie dominante, d'être un bon auto-organisateur ou aide à l'auto-organisation, parce que par principe, l'auto-organisation, il n'y a pas quelqu'un qui auto-organise. On vient aider, on vient catalyser, on vient encourager des dynamiques d'auto-organisation. Si vous voulez bien mener la bataille idéologique, si vous voulez bien relayer les mobilisations, si vous voulez bien favoriser les dynamiques d'auto-organisation, il faut des militants qui sont des militants qui se sont entraînés, qui se sont formés collectivement. Et donc, un des objectifs d'une organisation politique, c'est de favoriser la formation de l'ensemble des militants. Et sans doute d'ailleurs, puisqu'on parlera peut-être un petit peu des évolutions du mouvement, c'est un point sur lequel on a du travail à faire, parce que je crois, et j'en prends ma part, en 2017 à 2022, c'est un point sans doute sur lequel on n'a pas été suffisamment fort. Donc là, je crois que c'est un des enjeux, à mon avis, essentiels. Mais c'est important, un mouvement politique, c'est aussi un lieu où on se retrouve, et on se retrouve pour progresser collectivement et progresser individuellement. Et donc la tâche de formation, à mon avis, c'est une tâche qui est essentielle dans une formation politique. Cinquièmement, une formation politique, elle veut exercer le pouvoir. Si elle veut exercer le pouvoir, c'est pour faire quelque chose, donc pour appliquer un programme. Et donc, une organisation politique, c'est aussi celle qui permet de construire un programme, de le défendre, de le promouvoir et de le faire pas tout seul, justement parce qu'on n'a pas la vocation d'être un parti d'avant-garde dans la société, et donc de rentrer en résonance avec les travaux des intellectuels, des chercheurs, des sociologues, des experts, de tous ces gens qui travaillent sur le sujet, qui ont une production intellectuelle qui permettent parfois de pointer des défis qui sont des défis nouveaux et d'avoir toujours un temps d'avance sur les questions telles qu'elles se posent. Ça me paraît décisif aussi dans une organisation. Bien sûr, l'objectif d'une organisation politique, c'est aussi de gagner les élections. C'est pas une insulte de le dire. Donc ça veut dire d'y présenter des candidats, ça veut dire d'avoir des stratégies électorales, ça veut dire de savoir faire des campagnes électorales. Bon, c'est important, c'est une tâche aussi d'une organisation politique. Et dernièrement, et peut-être que c'est plus nouveau, ou peut-être que ça suscite davantage de débats parfois entre nous, mais moi en tout cas personnellement j'y suis favorable. Je crois qu'un mouvement politique, il a aussi vocation à avoir une utilité immédiate. Alors il ne s'agit pas de se substituer quand elles existent à des associations de solidarité, à des associations caritatives qui font un travail qui est un travail essentiel, bien évidemment. Mais il s'agit aussi parfois, notamment dans un moment où le rapport entre le citoyen et la politique est très usé, d'être en capacité, j'ai envie de dire, de regagner de la confiance. Et regagner de la confiance, c'est aussi faire la démonstration qu'on est en capacité de pouvoir répondre à des problématiques urgentes immédiates. Donc ça veut dire résoudre un problème dans un immeuble parce que l'ascenseur il est en panne depuis 3 mois et que les résidents ils n'arrivent pas à le faire. Donc favoriser l'auto-organisation des locataires pour aller interpeller le bailleur. Donc solliciter des élus qui vont poser la question et qui vont aller manifester devant le bailleur pour que l'ascenseur soit réparé. Donc aussi parfois faire des collectes de solidarité sur les fournitures scolaires parce que oui, à la rentrée, il y a des gamins qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas suffisamment de fournitures scolaires. Alors bien sûr, il ne faut pas faire que ça. Si on fait que ça, on devient une association. Et c'est pas méprisant, une association c'est nécessaire, bien évidemment. Mais on est un mouvement politique, on n'est pas une. Donc il ne faut pas faire que ça. Mais avoir cette dimension, à mon avis, dans la palette
des actions qui sont les nôtres, ça me paraît décisif. Voilà quelques idées de pourquoi. J'ai essayé de répondre la première fois à pourquoi et deuxième fois à pourquoi. Bien sûr, il y aurait sans doute d'autres missions que peuvent essayer de prendre en charge une organisation politique. Je dis un dernier mot et je laisse la parole à Anaïs et ensuite à vous, en disant que cette réflexion, je crois qu'il faut l'aborder, y compris entre nous, avec humilité, dans le sens où la question de savoir comment on s'organise le mieux pour défendre un programme politique de rupture ou porter la parole des exploités, des oubliés, de celles et ceux qu'on n'entend jamais, c'est pas une question tout à fait nouvelle. Hein, il y avait des textes de 1850 qui commencent à réfléchir, quelle est la forme, est-ce que ça doit être un parti, pas un parti, est-ce que c'est un syndicat, est-ce qu'il doit y avoir un lien entre le syndicat et le parti, etc. Donc prétendre trouver la solution idéale ou optimale en 1 an, 2 ans, 3 ans, ce serait un peu arrogant. C'est pourquoi nous, depuis le début, on a toujours pensé la constitution du mouvement de la France insoumise comme une constitution évolutive. Alors, avec l'idée de dire, ouais, on assume l'idée qu'il y a des formes d'expérimentation, qu'on tente des choses, qu'on pense des choses, que parfois ça marche, c'est bien, on continue. Que parfois ça marche moins bien, peut-être qu'on corrige. Voilà. Et donc c'est légitime, et je rebondis à ce que je disais tout au début, qu'aujourd'hui, notamment après des élections présidentielles législatives, où on a multiplié par 5 notre groupe de députés, où on a 4000 groupes d'action sur l'ensemble du territoire, où on a 360 000 personnes qui ont signé l'appel à soutenir Jean-Luc Mélenchon et nos candidats aux élections législatives, c'est légitime qu'on réfléchisse à quelles sont les évolutions nécessaires pour faire en sorte qu'on soit plus efficace, pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui nous ont rejoints se sentent le mieux accueillis, le plus efficace possible dans le mouvement qui est le nôtre. Il faut le faire de manière évolutive. On a tenté dans la mandature précédente, on est allé vraiment très au bout de l'expérience mouvement. Est-ce qu'il faut continuer dans cette direction ? Est-ce qu'il faut trouver un juste milieu avec un parti politique plus figé, plus structuré ? Bon, ça, c'est des questions qui sont devant nous et il faut qu'on soit en capacité de les aborder tranquillement. En même temps, il faut les aborder de manière pragmatique et concrète, à mon avis, c'est-à-dire quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté dans notre action quotidienne, comment on y apporte des réponses faciles, simples. Pour autant, je crois qu'on n'attend pas de nous dans la population et dans la société que pendant 1 an et demi, on s'engage uniquement à se regarder le nombril parce qu'il y a des défis qui sont des défis immenses devant nous. Donc il faut être en capacité de faire les deux, d'apporter des réponses pragmatiques aux questions d'organisation, aux questions de ressources financières, aux questions qui sont simples à mettre en place pour que personne ne soit confronté à des difficultés dans le travail militant au quotidien. Ça me paraît vraiment indispensable. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'un mouvement politique, il a avant tout une utilité dans la société. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas, ne souhaitent pas non plus que petit à petit, notre mouvement se transforme en un mouvement où, comme d'autres partis politiques, l'essentiel de notre énergie ensuite, elle est consacrée aux discussions internes, aux débats internes, où petit à petit, la société s'éloigne, on est entre nous, parce qu'à la fin, on perd aussi un peu l'intérêt qui est le nôtre. Donc je crois qu'il faut arriver à concilier tout ça, et je suis convaincu qu'on va y arriver. Voilà quelques éléments pour cette première conférence sur comment on voit la chose, comment on en est arrivé à la constitution de la France insoumise, et peut-être une première tentative d'essayer d'en lister les missions et les fonctions. Merci à vous et je laisse Anaïs compléter. Merci Manu. Alors moi je vais saisir la dernière phrase que tu as dit sur l'utilité d'un mouvement politique, déjà pour partir du constat de la raison pour laquelle tu l'as dit, mais la France insoumise existe. C'est bien parce que on a vu qu'il y avait un système qui était à bout de souffle pour 3 raisons. La raison écologique, la raison sociale, la détresse sociale, la raison démocratique. Et on a cherché concrètement comment on pouvait rendre la vie des gens plus digne. Tout d'abord pour un premier volet, c'est-à-dire écouter ce que les gens ont à nous dire. Et comment on l'a fait ? On l'a fait concrètement avec des actions. Tu en as listé tout à l'heure, Manu. Mais premièrement, les caravanes populaires qui sont passées pendant la campagne présidentielle plus de 150 étapes dans des quartiers populaires où on a recensé les difficultés des gens
Et ce qui nous a permis aussi de nourrir notre programme et d'être aussi concret. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de quartiers populaires se sont mobilisés lors de le premier tour de l'élection présidentielle. Et beaucoup de personnes qui étaient résignées se sont dit je vais aller voter parce que ça a une utilité, parce qu'il y a un programme politique et parce que concrètement, en fait, l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, ça répond à ce que je vis au quotidien. Et en fait, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, on avait testé une nouvelle forme de réunion publique, donc on en a fait à peu près 450 durant toute la campagne, donc de janvier à avril. Et en fait, on a envoyé des orateurs qui étaient soit des députés, soit des membres du Parlement de l'Union populaire pour aller sur des thématiques de l'avenir en commun, parler en réunion publique. Et une des questions qui était posée lors de ces réunions publiques, c'était aujourd'hui dans cette salle, pour qui est la première réunion politique? Et les 3/4 des personnes levaient la main. Et ça, concrètement, en fait, c'est vraiment l'utilité du mouvement, c'est repolitiser. J'aime pas trop le mot, mais conscientiser, c'est aussi dire aux gens que l'objet politique, c'est pas seulement le fait de certains, c'est aussi vous, concrètement, et Manu l'a dit, par exemple, avec aussi les référents d'immeubles, des personnes qui ne se sentaient pas forcément aller militer, tracter, mais à leur juste moyen de se dire je vais aller convaincre les gens qui sont autour de moi, je vais déposer des tracts dans ma boîte aux lettres, je vais parler avec le voisinage. Et ça permet aussi à des gens qui n'ont pas envie d'être des militants historiques tels qu'on le perçoit, nous, des colleurs d'affiches, des tracteurs et tout. C'est de se dire que je fais de la politique comme je le souhaite, à mon rythme, et avec aussi les thématiques qui m'intéressent. Donc, il y avait aussi la grosse opération de porte-à-porte, ce qui nous a permis, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'était plus de 100 000 portes toquées pendant l'élection présidentielle. Il y a eu aussi des formations qui ont été faites pour aller faire du porte-à-porte, pour parler concrètement aux gens, et puis pour recenser aussi ce qu'ils ont à nous dire. Parce que ce qu'il est important dans un mouvement politique, c'est bien de ne pas être déconnecté de la réalité. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a pu faire ce score. Et Manu l'a expliqué dans la différenciation entre la gauche de rupture et la gauche social-démocrate. C'est-à-dire que nous, on répond à l'aspiration des gens. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé pendant... plein d'autres choses se sont passées pendant l'élection présidentielle. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a pu faire au niveau du siège pour essayer de mettre en application ce qu'on défend et la manière dont on conçoit notre mouvement, c'est vraiment d'écouter les gens et de recenser. Et c'est de la même manière dont s'est construit le programme de l'avenir en commun. L'avenir en commun, c'est pas 4 personnes dans un bureau qui se sont dit « Oh, on va faire telle et telle mesure ». Et c'est aussi pour la raison pour laquelle, l'année dernière, on a fait sonder les mesures de l'avenir en commun, et elles étaient majoritaires dans le pays. On avait, par exemple, plus de 60% à 70% de personnes qui étaient favorables pour la retraite à 60 ans, pour le SMIC à 1 500 € net. Et donc la construction du programme, j'y reviens, c'est aussi ça, c'est aussi aller questionner les experts, les associations, les gens qui travaillent concrètement sur le terrain tous les jours. Et à mon sens, et peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ici on est tous d'accord, c'est la raison pour laquelle aussi notre programme a touché tant de gens, parce qu'ils se sont reconnus aussi dans ce qu'on proposait et la manière dont on proposait des débouchés politiques. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des choses qu'on avait à dire. Maintenant, je pense qu'on peut continuer sur les questions-réponses, à moins que Manu, tu veuilles compléter. Voilà, alors on a volontairement laissé beaucoup de temps à la discussion. On va faire passer un micro pour les questions. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre par série de 4-5 questions. Ensuite, on vous répond. On a combien de temps? On a 3/4 d'heure, c'est ça? 20 minutes. Quoi, 20 minutes, c'est à midi que ça finit? Non, c'est à midi et 30. Non, on a 45 minutes, c'est bon, on a le temps. Voilà. Alors, tu fais passer, c'est bon? Il y a le camarade... Alors, je vois les camarades se lever. Je vais essayer à chaque fois de noter tout le monde. Et on va essayer quand même de faire en sorte qu'il y ait des prises de parole féminines et masculines. Donc, on a ici, ensuite le camarade là,
Vas-y. Bien, merci pour votre intervention, c'était intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à l'évolution du mouvement. Je voudrais simplement savoir si vous avez déjà des pistes concrètes pour l'organisation du mouvement de la France insoumise. En particulier, j'ai déjà vu passer qu'on allait s'organiser par circonscription. Donc, j'aurais voulu avoir beaucoup plus de précision sur cette nouvelle organisation. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter à chaque fois, c'est sympa. D'accord. Prénom et département. D'accord. Rémi de Paris 18e. Trois petits points rapides. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une sorte, peut-être un problème de concurrence ou de prendre la place par rapport aux assos quand on fait la même chose que les assos. Donc de concurrence entre nous et les assos. Voilà. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, comme tu l'as dit, Manu, moi je suis à fond pour renforcer la formation des militantes et des militants. Je trouve que c'est pas du tout suffisant dans la France insoumise. Je trouve qu'il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Et le troisième point, Manu, tu as parlé de la révolution citoyenne. Oui, mais le grand soir, enfin, la France insoumise est-elle prête à passer par le grand soir? Autrement dit, par une révolution dans la rue qui peut passer par de la violence physique. Une question. Alors ensuite, il y a le camarade là. Après, je me permets de passer là parce qu'il y avait une camarade. Après, on refera un deuxième tour. Donc Renaud du Vaucluse, donc ce département qui est particulièrement touché par la présence du Front National, nous ressentons aujourd'hui le besoin de moyens financiers. Parce que pour reconquérir et pour être présent et pour pouvoir communiquer avec la population, nous avons besoin par exemple d'imprimer des tracts qui concernent des sujets de terrain. Nous avons besoin de moyens techniques, par exemple des moyens de vidéo, des moyens d'affiches, des moyens de transport. Nous avons, pendant la campagne des présidentielles et des législatives, dépensé des moyens personnels pour assurer ces tractages, ces affichages, etc. Donc la lassitude arrive et de nombreux militants qui se sont beaucoup investis voient leurs limites atteintes. Oui, bonjour. Nous sommes des Hautes-Alpes et nous appartenons à un GAFI. Vous entendez? Oui, on n'entend pas. Il est éteint ton micro. Bon. Je peux regarder. On a le temps, ne vous inquiétez pas. Yes. 6. Bon, alors, Claude Dubu des Hautes-Alpes. J'appartiens à un GAFI qui a une vingtaine de personnes. Mais sur les 20 personnes, on se retrouve les deux plus âgés à faire du porte-à-porte uniquement. On a du mal à mobiliser. C'est toujours la même chose depuis très longtemps. Je ne sais pas quelle est l'expérience des gens qui sont ici, mais ça c'est un problème, vraiment un problème important. Et un autre problème qu'on ressent nous dans un département très rural où les GAFI sont très disséminés, c'est aussi qu'il n'y ait pas de structure justement, qui regroupe un petit peu tout ça, qui permettent d'avoir des actions plus communes. Ok, on en a... Allez, peut-être une dernière. Bah, tu peux prendre le camarade là, peut-être. Là. Et puis après, vous inquiétez pas, on refera un deuxième tour. Hein. Merci. Et il y aura un troisième et un quatrième. Vas-y. Je viens de l'Isère, de Grenoble. On est un groupe d'action. On est quelques-uns présents ici. J'ai des... Ah, j'appuie dessus. Hop, hop, c'est pas... Comme ça, c'est bon? Merci, mesdames, messieurs. J'ai deux questions à poser, mais si je peux. La première, c'est on évoque la différence entre la gauche de rupture et la gauche gestionnaire.
Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est-à-dire, est-ce que c'est, par exemple, des points de rupture tels que l'appropriation collective des moyens de production? Est-ce que c'est les changements institutionnels? Est-ce que c'est la place des services publics? C'est des points qui seraient importants, parce qu'on compare les deux, et puis il faut qu'on sache vers quoi aller pour pouvoir véritablement s'engager dans une bataille politique de rupture. La seconde chose, c'est un point d'organisation, c'est-à-dire localement. Dernièrement, on a eu des élus de la NUPS, donc des gens qui étaient... dans ma circonscription, c'était une socialiste qui a été élue et qui est une femme tout à fait remarquable. Mais le problème, c'est dans la préparation aux élections. Alors, aux élections, il y a eu des rencontres, des réunions, et personne de la France Insoumise n'était légitime pour pouvoir porter la parole de la France Insoumise. Ce qui fait que parfois on était évité parce qu'on ne savait pas, enfin madame la députée, ne savait pas à qui s'adresser pour pouvoir porter la parole, et parfois ça a été d'autres mouvements proches de nous, tels que le POI, qui a parlé à notre place. Mais c'est dommage ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure qui permette de légitimer une parole. Ok. Alors, tu veux commencer à répondre et je réponds après? Alors, on a laissé beaucoup de temps pour les questions pour pouvoir faire des réponses précises, donc excusez parfois la longueur de nos réponses. Bon, premièrement, sur des pistes d'organisation concrètes ou d'évolution concrète pour le mouvement, bien évidemment, on a tous réfléchi à la question, vous aussi j'imagine. Donc je peux en présenter quelques-unes, mais je crois que l'objectif de cette conférence, d'autres qui ont lieu pendant ces prochains jours, et des réflexions qu'il va y avoir aussi dans les prochaines semaines dans le mouvement, c'est de réfléchir collectivement. Je peux dire moi personnellement comment je vois un peu les choses et quelques idées qui ont commencé à être réfléchies, y compris collectivement. Premièrement, en fait, l'essentiel des interrogations, elles reposent sur les sujets qui ont été abordés par les camarades d'ici. La question financière. 2, la question en quelque sorte de l'organisation locale ou des cadres d'organisation locale. Quel est le périmètre? Est-ce qu'il y a des coordinations? Est-ce qu'il n'y en a pas? Quels sont nos représentants officiels pour aller à une réunion avec telle autre organisation ou pour répondre aux journalistes, etc. 3e sujet, l'articulation entre le travail de la France Insoumise, le travail de la NUP, qui est un sujet aussi majeur. 4e sujet, je l'ai dit un petit peu en introduction, quelle identification, quelle manière, quelle organisation nationale et quel lien entre l'organisation nationale et les organisations locales. Bon, sur ces sujets-là, je présente quelques idées, en vous disant que même si ces questions et la formation, mais j'en ai parlé, même si ces questions peuvent paraître simples, je vous propose et conseille d'éviter les réponses simples. Parce que les réponses simples, elles vont nous amener en réalité, je crains, à revenir sur des formes d'organisation politique avec laquelle beaucoup d'entre nous se sont construits en rupture. Et donc il faut essayer de trouver la bonne articulation. Et dire ça, c'est pas méchant. Enfin, je veux dire, et c'est pas être anti-parti. Il y a des partis, c'est très utile qu'il y ait des partis. Mais si on a voulu constituer un mouvement, c'est pour essayer de trouver une forme d'organisation qui permet à la fois, je crois, de rentrer davantage en résonance avec la manière avec laquelle les gens ont envie de militer aujourd'hui, et deuxièmement, d'être plus efficace dans le travail et dans les objectifs qui sont les nôtres. Donc, premièrement, quels moyens financiers? Comment ça fonctionne dans une organisation politique traditionnelle? Et c'est pas méchant de dire traditionnelle. C'est important de regarder comment ils font. Dans une organisation politique traditionnelle, vous avez une cotisation pour être adhérent. C'est le cas au Parti Socialiste, c'est le cas au Parti Communiste, c'est le cas à Europe Écologie Les Verts, pour donner ces exemples-là. Vous versez une cotisation pour être adhérent, et un pourcentage de cette cotisation est reversé à l'échelon local. L'échelon local, c'est souvent la fédération, parfois la section. Okay, la fédération elle est plutôt à l'échelle du département, la section plutôt à l'échelle d'un territoire plus petit. La difficulté qu'on a aujourd'hui, nous, c'est qu'il n'y a pas de cotisation. Et comme il y a... Mais c'est pas forcément un problème, hein. Et je dis pas qu'il faut forcément en ajouter une, hein. Mais comme il n'y a pas de cotisation, forcément on se retrouve confronté à cette difficulté de comment on invente la manière de financer localement alors qu'il n'y a pas de cotisation et que ça ne peut pas donc être une proportion
de cette cotisation qui permet de financer les structures locales. Parfois, les camarades ils disent oui, mais on touche, et j'en comprends cette remarque, on touche du financement public, et donc ça devrait être un pourcentage du financement public qui est reporté aux structures locales. Ça souligne quelques difficultés. D'abord, à quelle structure locale ? Sur quel compte ? Deuxièmement, et je voudrais vraiment vous alerter sur ce sujet, peut-être que vous ne m'entendrez pas, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien coûte l'organisation d'événements, de combien coûte l'organisation d'une convention, de combien coûte l'impression de matériel. Je vous donne quelques ordres de grandeur quand même, parce que ça permet d'y réfléchir ensemble. Une campagne présidentielle comme celle qu'on a fait, c'est un budget de 11 millions d'euros. Un événement comme cet événement-là, sur plusieurs jours, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Un meeting, comme le meeting hologramme de la dernière semaine de la campagne présidentielle, c'est 1,5 million d'euros. Je vous donne ces chiffres. Après, on peut discuter de la pertinence, je l'entends. Mais pas de problème. Moi, il me semble que c'est efficace et pertinent. Mais j'entends qu'on puisse en parler. Mais ce que je veux vous dire, c'est ne croyez pas que l'argent, quand elle est consacrée au niveau national à des initiatives ou à des actions, elle ne nous sert pas tous, nous, collectivement. Parce que le travail médiatique, la communication, etc. De la même manière, vous ne pouvez plus avoir, alors que ça pouvait peut-être être le cas il y a 20 ou 30 ans, une structure politique aujourd'hui qui n'a pas une cellule de communication avec des salariés qui mènent la bataille au quotidien sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et bien ça, c'est de l'argent, c'est des salaires, c'est des moyens techniques. Bon, et vous voulez un siège, parce qu'il faut que ces gens-là ils aient un lieu pour travailler. Un siège, vous voulez qu'il soit plutôt assez central, parce que c'est un enjeu médiatique. À Paris, un loyer d'un siège, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin de l'année. L'impression de matériel de tract pour l'ensemble des camarades, ça coûte à la fin 30-40% du budget national de la France Insoumise. Je dis pas ça pour vous dire c'est impossible de travailler à une manière de financer. Je dis juste ça pour qu'on ait tous les paramètres de la réflexion collective. Voilà. Et donc il faut inventer une manière de financer localement. Alors par exemple, il y a des propositions qui sont sur la table. Est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'adhésion à la France Insoumise parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un obstacle à la participation au mouvement, mais par contre on met en place une cotisation volontaire pour ceux qui veulent. Et cette cotisation volontaire, chacun décide si 100% est reversé localement, si 30% est reversé à tel GA, 30% est reversé à tel GA, 60% au national, si 0% au national, 10% à chaque GA du département. Liberté à chacun d'attribuer les financements comme il le souhaite. Et c'est une cotisation volontaire, elle n'est pas obligatoire, elle ne donne pas davantage de droits, parce que si on dit ça donne davantage de droits, ça veut dire qu'il faut payer. On n'a pas envie de construire un mouvement dans lequel celui qui a les moyens a davantage de droits que celui qui n'en a pas. Ça, c'est une idée, par exemple, sur la table. Est-ce qu'on dit qu'il y a une dotation ? Moi, je mets des idées comme ça. Est-ce qu'on dit qu'il y a une dotation à chaque groupe d'action certifié à l'année ? Et puis chaque groupe d'action certifié, il peut prélever dans cette dotation qui est versée nationalement à chaque GA. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une articulation des deux systèmes ? Pourquoi pas ? Est-ce que par rapport au système qui existe aujourd'hui, le système qui existe aujourd'hui, c'est vous avez un code par GA et ça vous permet d'accéder à commander du matériel gratuitement ? Est-ce qu'on étend ce code ? Est-ce qu'on étend le périmètre de ce code qui puisse permettre d'acheter en plus du matériel tract affiche, du matériel des barnums, tout ça pour faire des caravanes ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on réfléchit ? Bon. Moi, je vous dis, sur ces trucs-là, il faut qu'on trouve cette solution. C'est une histoire de quelques semaines maintenant. Je veux juste vous alerter sur un dernier paramètre qui est une contrainte qu'il faut avoir en tête, c'est la difficulté légale. C'est chiant, mais ce n'est pas nous qui avons décidé. Il y a eu une évolution de la loi ces dernières années sur le financement des partis politiques. L'évolution de la loi a créé beaucoup de difficultés à tous les partis qui ont des sections locales. C'est que dorénavant, quand vous déposez les comptes de votre parti politique, vous devez consolider à l'ensemble des comptes de votre parti politique l'ensemble des comptes de toutes les associations locales qui se réfèrent à votre parti politique. Et si vous ne le faites pas, ou s'il y a un problème, parce qu'il y a des camarades qui ont créé une association dans un endroit, qui ont mal géré les comptes, qui ont fait une bêtise, qu'on l'a consolidé dans nos comptes sont rejetés, il n'y a plus de financement public, zéro. Et ce paramètre-là, je suis désolé, mais il faut l'avoir en tête, parce qu'on peut miser sur l'infaillibilité de tout le monde, mais personnellement, je ne prends pas le risque de perdre le financement public de la France Insoumise, parce qu'il y a un camarade dans un coin qu'on ne connaît pas qui a fait une bêtise.
Ce qui peut arriver. Hein, donc il faut avoir ce paramètre en tête. Donc moi je trouve que, et moi c'est ma position sur le sujet, je trouve que, réfléchir, mieux mettre en valeur les comptes. Vous savez, chaque groupe d'action certifié a une possibilité sur la plateforme de la France Insoumise d'avoir un compte financier en quelque sorte, qui est un compte virtuel en fait. Faire en sorte peut-être qu'il puisse y avoir des cotisations volontaires qui viennent les abonder. Ouais, mais en fait ça s'appelle des dons mensualisés, c'est peu visible, les camarades ont un peu de difficulté à le faire. On peut pas modifier, tu vois, au cours tu pourrais par exemple modifier au bout de 2 mois, finalement je veux changer la manière avec laquelle je le verse, il faut refaire un nouveau versement. Je trouve qu'on peut améliorer ça, tu vois, et peut-être lui donner une régularité. Est-ce qu'on y ajoute une dotation, c'est-à-dire chaque année la France Insoumise nationale, elle met sur chaque compte certifié un petit montant qui aide, pourquoi pas. Bon, voilà, quelques idées pour essayer de résoudre ce premier problème. Et il faut sans doute améliorer les moyens techniques. Je vous redonne la parole après, je suis désolé, je suis long, mais j'essaye vraiment de vous donner les réponses de la manière plus précise. Anaïs, tu me dis si tu veux compléter. Premier sujet, c'est les financements. Deuxième sujet, les structures locales. Là aussi, des fois, des camarades disent « Ouais, il faudrait une coordination départementale, pourquoi vous ne voulez pas ?» Personne ne fait des choses pour embêter les autres. À quoi on veut faire attention ? À quoi on veut faire attention, c'est de ne pas reproduire une situation où petit à petit, à l'échelle départementale, se constituent des sortes de baronnies locales, où il y a le grand chef, où quand quelqu'un arrive et qu'il n'est pas d'accord avec le grand chef, il part. Ouais, on veut faire attention à ça. Et c'est normal qu'on essaye de faire attention à ça. Et en même temps, à vouloir trop faire attention à ça, on se retrouve confronté aux difficultés comme a pointé le camarade et que j'approuve totalement. C'est oui, mais dans ce cas-là, c'est qui le référent localement ? On n'a pas de structure de coordination. Bon, donc là, il faut trouver une solution. Bon, dans un certain nombre de départements, on commençait à se mettre en place des coordinations de groupes d'action qui se réunissent régulièrement ou parfois sont juste une boucle, Telegram, WhatsApp, etc., qui se réunissent quand il y en a besoin. À l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un département et qui traitent les sujets. Est-ce que c'est un problème ? Non, mais est-ce qu'il faut les codifier ? Peut-être, parce que c'est pas un problème à partir du moment, à mon avis, où il y a un certain nombre de principes de fonctionnement qui sont appliqués dans ces coordinations. Par exemple, à mon avis, la base de ces coordinations, ça doit être le consensus. Pourquoi ? Parce que si c'est le consensus, l'avantage, c'est que le principe élémentaire du mouvement, c'est que chaque groupe d'action est libre, autonome. Si vous transformez le mode d'action, ça devient un vote pour, contre, majorité, minorité, alors vous êtes en contradiction avec le principe de l'autonomie de votre groupe d'action. Par contre, si votre coordination, elle a un principe de consensus, ça veut dire, exemple, et franchement ça va résoudre 95% des problèmes. Le DAL fait une manifestation à l'occasion de la fin de la trêve hivernale. Il lance un appel, est-ce que la France Insoumise est d'accord pour signer cet appel ? Bon, tel groupe, qui va décider si la France Insoumise est signataire de l'appel ? Je sais que dans plein d'endroits, on s'est pris la tête pendant des heures sur ce sujet. Bon, on a une boucle avec une coordination départementale de tous les groupes d'action. On est sollicité pour signer cet appel. Est-ce que quelqu'un s'oppose sous 24 heures à signer cet appel ? Franchement, qui va s'opposer à signer l'appel et que dalle ? Personne. Ok, la France Insoumise a signé l'appel. On a résolu le problème. La question que tu as posée, franchement, avec une structure de cette nature, moi je le règle le problème. On est sollicité pour aller discuter à l'échelle de la circonscription avec telle organisation politique, qui c'est qui est volontaire pour y aller. Bon, il y a trop de volontaires, bon, on fait un tirage au sort, et puis la fois d'après ça sera quelqu'un d'autre, et on se fait confiance. Moi je préconise, et je vous le dis, c'est à mon avis très important, de favoriser le consensus, le tirage au sort sur les personnes, quand il y a vraiment 2 personnes qui veulent faire la même chose et qu'il n'y a qu'une place, et la rotation, une fois c'est un, une fois c'est l'autre, plutôt que de commencer à installer à l'intérieur du mouvement des principes minorité-majorité, parce que si vous commencez à installer des principes minorité-majorité, alors ça va devenir des monnaies d'échange pour être candidat aux élections, alors ça va devenir des courants, alors ça va devenir des trucs qui vont se battre les uns les autres, et à mon avis on n'en a pas envie non plus. Vraiment, moi je veux pas, ne prenez pas dans ce que je dis des choses contre les questions qui ont été posées, pas du tout, je suis tout à fait d'accord avec la question qui a été posée, j'essaye juste de présenter les contraintes dans lesquelles il faut qu'on y apporte à mon avis des réponses. Donc moi je suis favorable par exemple à des coordinations locales à plusieurs échelons, à partir du moment où on dit il y a des principes, fonctionnement au consensus, comme principe de base élémentaire, tirage au sort pour les représentations parmi les volontaires quand il y a un problème. La plupart du temps il n'y en a pas, et s'il faut aller à 4 à la réunion parce qu'on est 4 volontaires et on se met d'accord avant, et ben franchement c'est pas vraiment un problème.
Bon, donc ça peut être une solution pour la question des structures locales, etc. Moyens financiers à l'échelle du département. Parfois, on a des initiatives. Il y a la manifestation, on veut avoir un camion pour avoir une belle visibilité, mais on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment faire, et puis il y a tel GA, tel GA, tel GA. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'on crée une sorte de groupe d'action départemental, moyens départementaux, dans lequel on peut mettre de l'argent. Je parlais d'une dotation, peut-être que la dotation nationale, elle peut venir là plutôt que dans chaque GA. Et puis, dans ce groupe d'action départementale, quand il y a des initiatives de type d'ampleur départementale, une manif, une fête départementale, etc., c'est ce groupe d'action qui contribue au financement. Peut-être que les cotisations volontaires, dans ce cas-là, on peut dire moi je mets 40% dans mon GA, puis 40% dans le compte départemental, et puis 20% au national, parce qu'au moins je finance un peu tout le monde. Bon, peut-être que ça peut être une solution dans cette direction. Parce que tu as raison, il y a besoin de moyens financiers, et tu as raison, ça ne peut pas être seulement les camarades qui déjà ont beaucoup donné pendant la campagne qui tout le temps le font. Je suis d'accord avec ça, moi. Il n'y a pas de difficulté. Et d'ailleurs, il faut aussi que les parlementaires contribuent localement, et souvent ils le font, mais si tu as ce type de structure et de cotisation volontaire, ça peut aider aussi à faire en sorte de le faire. Ça, c'est sur les questions d'organisation. Organisation nationale. Même difficulté. Le problème, ce n'est pas un manque de bonne volonté. Comment on fait en sorte d'avoir une organisation nationale représentative de l'ensemble du mouvement, de ces secteurs, de ces pôles, sans rentrer dans un système majorité, minorité, courant, tendance? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à inventer. C'est pas facile. On a tenté des choses. Les choses qu'on a tentées, peut-être c'est peu connu dans le mouvement, c'était de mettre en place ce qu'on a appelé une coordination des espaces, où il y avait différents espaces dans le mouvement qui étaient représentés au sein de cette coordination. Les espaces, c'était le groupe parlementaire, l'espace des luttes, l'espace du programme avec les livrets, la délégation au Parlement européen. Bon, après se pose la question, mais quelle représentation des groupes d'action? Et là, c'est vrai, on se retrouve forcément. Alors, est-ce qu'on fait du tirage au sort? Alors, avec le défaut du tirage au sort, c'est pas toujours... les camarades qui sont les plus impliqués, les plus moteurs, qui se retrouvent représentés. Et donc il y a des camarades qui disent mais enfin moi je fais le boulot, etc. Je ne suis pas représenté dans cette instance, alors qu'il y a le copain qui est juste là de temps en temps et c'est lui qui a été tiré au sort. Est-ce qu'il faut un filtre? Est-ce qu'il faut un tirage au sort parmi une fonction dans le mouvement qui fait que c'est effectivement les plus impliqués? Réfléchissons à ça, mais il faut arriver à inventer ça, avec la même difficulté que celle que j'ai pointée tout à l'heure. Moi, je suis optimiste. Je pense que dans 1 mois ou 2 mois, on est en capacité d'avoir trouvé des premières réponses à ça. Les réponses ne seront pas parfaites. N'attendez pas la forme parfaite, chimiquement pure de l'organisation. Mais on avance. Ça marche bien? Non, ça ne marche pas bien. On corrige, on va dans l'autre sens, etc. C'est pourquoi moi, je dis là, n'hésitez pas. Et c'est important. Faites des contributions. Mais ces contributions, faites-les, à mon avis, si vous voulez qu'elles soient utiles, faites-les à partir de... Voilà, nous, les difficultés auxquelles on est confrontés, concrètes. Et voilà quelques idées de réponses qu'on pourrait apporter. Rentrons pas dans un grand débat qui va durer 1 an et demi. Franchement, regardez ce que ça donne chez les autres. Hein. Non, mais je vous le dis, c'est quand même important. Regardez ce que ça donne chez les autres. L'unité, la cohésion, la cohérence et la capacité de toujours regarder et de jamais oublier que si on est un mouvement politique, le mouvement politique, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour transformer la société. Je pense qu'il faut toujours l'avoir dans un coin de la tête. Moi, voilà, j'ai mis quelques premières propositions. J'ai pas du tout la prétention là d'avoir apporté les réponses à tout. J'imagine qu'il y aura d'autres remarques ou d'autres questions après mon intervention. Dernier aspect, parce qu'il y avait d'autres questions que celles liées à l'organisation du mouvement. Gauche de rupture... je sais plus, c'est le camarade, excuse-moi, qui posait la question, oui, voilà. Alors, tu as raison, c'est une vraie question. C'est quoi la rupture? Bon, moi, quand je parle de gauche de rupture, ça veut dire une formation politique qui assume l'idée que son horizon, c'est la rupture avec le système capitaliste. Alors, après, est-ce que ça veut dire que dans notre programme, on dit... une fois qu'on aura pris les élections, on va nationaliser l'ensemble des moyens de production? Je pense pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on a fait pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que dans notre programme, on défend... Parce que moi, la question, ça veut dire quoi être anticapitaliste? Ça mériterait peut-être une conférence à part entière. Mais est-ce que quand on propose de nationaliser un certain nombre de secteurs de l'économie parce que c'est des biens communs et qu'on considère qu'ils doivent échapper au privé,
que dans le même temps, on propose de faire monter en puissance ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, les coopératives, des entreprises dans lesquelles les travailleuses, les travailleurs ont davantage de pouvoir que dans une entreprise privée traditionnelle, deuxième secteur. Et troisième secteur, qu'on propose de réglementer le secteur privé avec un salaire minimum, avec un salaire maximum, avec des droits de veto des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Est-ce que ce n'est pas un programme anticapitaliste de dire ça? Alors, ça ne veut pas dire... dans une perspective court terme, il n'y a plus de secteur privé, j'en suis d'accord. Mais ça veut dire quand même, il y a un secteur public plus important, il y a un secteur coopératif plus important, et il y a un secteur privé dans lequel la puissance publique a un pouvoir de réglementation tel que c'est pas la liberté du renard dans le poulailler. Donc, moi, ça me paraît être un programme qui est un programme... anticapitaliste. Est-ce que les autres formations politiques de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sont des formations politiques anticapitalistes? J'ai envie de dire, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mais attention, parce que, et moi je prétends pas parler à leur place, et en plus je pense qu'ils sont pas tous d'accord entre eux sur ce sujet. Mais attention, parce que l'anticapitalisme, c'est pas que rouge devant des usines, dans des grands centres ouvriers où il y a 15 000 et 20 000 salariés, ou dans des grands centres postaux où il y a des syndicalistes avec des chemises rouges qui font la lutte des classes, même si je les méprise pas du tout, c'est très important et je suis à leur côté. Quand vous arrivez aujourd'hui et que vous êtes après un été où il y a eu un choc climatique et écologique d'une telle ampleur et que vous avez une jeunesse qui arrive et qui dit changer le système, pas le climat, est-ce que c'est pas de l'anticapitalisme? Donc est-ce qu'il n'y a pas dans l'écologie politique les ferments d'un anticapitalisme réinventé? Bon, moi je crois que oui. Donc je suis là pour dire les frontières, à mon avis, elles sont pas aussi simples que ça entre les rupturistes et ceux qui ne le sont pas. Par contre, il y a des courants politiques aussi qui, au gré des rapports de force, vont aller dans telle ou telle direction. Et l'acquis politique de la NUP, il ne faut pas se le cacher, c'est que ça a remis l'ensemble de ces organisations politiques dans une orientation qui est une orientation de rupture. Est-ce que c'est pour toujours? Personne n'en a la garantie. Est-ce que c'est sincère? Personne n'en a la garantie, mais je vais même vous dire, personne n'aura la réponse non plus, parce que à part sonder les esprits et les cœurs, la question de la sincérité, si vous êtes en capacité d'en faire une démonstration, moi je ne sais pas faire. La question de la sincérité, elle se traduit à partir des actes. Bon, est-ce que pour l'instant, dans les actes qui ont été posés, la NUP à l'Assemblée nationale travaille en bonne intelligence? Oui. Est-ce que le fait qu'on ait réussi à amener tout le monde sur une orientation de rupture? Oui. Si vous m'aviez dit au début de l'examen budgétaire à l'Assemblée nationale qu'à la fin, les 4 formations politiques de la NUP allaient voter contre le projet de loi de finances rectificative, franchement, je ne suis pas sûr que j'aurais signé. Bon, on l'a fait. Qu'on aurait dit qu'aucune de ces composantes allait voter en faveur du texte sur le pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr que j'aurais signé. Pourtant, on l'a fait. Parce qu'on a entraîné. Donc, on va continuer à entraîner. Et après, on verra. Peut-être qu'il y en a qui diront, bah non, ça va trop loin pour nous. Bah, dommage. Mais c'est eux qui sortiront du train, pas nous. Mais c'est eux qui en paieront la conséquence, pas nous. Parce que ce qu'on a fait, ça rencontre une adéquation d'une grande partie de la population quand même. Voilà, moi c'est mon rapport sur le sujet. Dernière remarque, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent, et je veux pas oublier des questions non plus. Il y a un camarade qui a posé la question sur la formation, je veux juste dire ça. Oui, la formation, moi je considère que c'est un des sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment bien travaillé dans la mandature précédente. Je pense qu'il faut penser donc une offre de formation à plusieurs échelons, des supports de formation pour les groupes locaux, une formation très grand angle, et pour ça on peut utiliser les moyens techniques quand même aujourd'hui, mais avec des formations régulières auxquelles tout le monde peut accéder, et une formation peut-être un peu plus compacte qu'on appelle ou qu'on appelait avant formation de cadre, ou des gens qui veulent vraiment aller sur un stage de formation de 3 jours avec les fondamentaux philosophiques, etc. Si on arrive à travailler cette palette-là, je pense que ce sera utile. Voilà, désolé d'avoir été long, mais j'ai essayé de donner un maximum d'informations. Alors, il y a un camarade là-bas. Après, on va aller un peu au fond. Vous inquiétez pas, on a encore du temps. Hein. Ah, pardon, je t'ai même pas...
Bon, alors bonjour, je m'appelle Luc Joubert, je viens de Guadeloupe. Bonjour Anaïs, bonjour Manu et bonjour à vous tous camarades. Voilà, donc j'ai fait la route pour une raison. Bon, d'abord pour vous voir, pour participer aux amphis, mais aussi c'est parce que nous en Guadeloupe, c'est très très particulier. Alors Manu, on s'est déjà vu quand Mélenchon est passé. Nous, on a eu au premier tour des élections présidentielles 76% de vote pour Jean-Luc Mélenchon. Donc lui, il était élu au premier tour. Au second tour, c'est Marine Le Pen qui a fait le plein des voix. Et au troisième tour, aucune personne de la France insoumise n'a été capable d'être élue en Guadeloupe. La situation est excessivement compliquée et nous, ce que l'on vit en fait, on est sur un petit territoire, c'est expérimental, c'est un microcosme dans lequel toutes les situations que chaque GA de France rencontre, nous on les rencontre puissance 1000. Parce que ça se voit, c'est très simple. Il y a 400 000 habitants, donc on est tous proches les uns des autres. À N+2, on se connaît tous. Je suis mathématicien, ou physicien on va dire. Si je suis venu ici, c'est parce que nous, on a essayé de faire quelque chose. Donc, dans la France insoumise, comme dans tous les autres mouvements politiques ou partis politiques, il y a des individualités. Ces individualités, comme la France insoumise est un mouvement et pas une association, au sens propre du terme, donc pas un parti politique, tout le monde est plus ou moins porte-parole de lui-même et de ce mouvement, parce qu'il n'y a pas de structure. Donc, par nature, il y a des gens qui, en fait, se sont mis en avant et ont été considérés comme, entre guillemets, les porte-paroles. Ce que quelqu'un tout à l'heure expliquait, la difficulté d'identifier un porte-parole pour pouvoir échanger. Donc on se retrouve, nous, avec une série d'une dizaine de groupes d'action qui sont certifiés, dont plusieurs où il y a des individualités et qui ne veulent jamais rentrer dans des consensus. Jamais, jamais, jamais. Je suis désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Je raccroche, voilà. Ouais, attends, je veux pas que ça gêne les gens. Je suis désolé. Voilà. Donc en fait, si je suis venu ici, c'est parce que nous, ça fait depuis plusieurs mois qu'on travaille sur le sujet. Tout à l'heure, tu parlais du financement du parti politique. Donc tu faisais référence à la campagne présidentielle, tu faisais référence à un meeting avec hologramme, ça c'est remboursé. Tu faisais référence à une conférence ou à des amphis, ça c'est pas remboursé. Tu faisais aussi référence à la difficulté qui est liée au financement du parti politique, du fait que maintenant les associations locales doivent avoir des comptes certifiés. Mais ce qu'il y a, c'est que si effectivement il y a une association par GA, c'est ingérable. Si maintenant il y a une association départementale, c'est gérable. Donc ça veut dire qu'il y a entre 90 et 100 départements qui auront une association de financement, qui seront contrôlés par un expert comptable du siège, de sorte à valider les comptes de cette association. Maintenant, comment faire pour organiser au niveau d'un département ou de circonscription? Alors nous, à notre échelle, la circonscription, c'est délirant, ça n'a aucun sens. Hein. Nous, à notre échelle, c'est départemental. Donc ça doit dépendre certainement des échelles départementales. Mais globalement, chaque circonscription, c'est à peu près 100 000 électeurs, à quelque chose près, entre 55 000 et 60 000 ou 120 000 électeurs. Donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer ça par département ou par groupe de circonscription ou groupes territoriaux d'intérêt économique. Donc ça ferait peut-être 200, 300 associations à gérer, ce qui n'est pas hyper compliqué à faire. Après, concernant l'exclusion, donc toi Manu, tu parlais de vote d'exclusion, donc de pour ou de contre. Nous, on a mis en place un système qui est un système de vote, mais qui n'est jamais dans l'exclusion, qui n'est que dans l'inclusion. Donc ce qu'on a fait, c'est un système de vote par consentement majoritaire. Alors voilà comment ça marche. C'est un peu le système de vote Condorcet, mais version, à chaque fois, on vote pour toutes les propositions possibles. Alors on est arrivé en fait à créer ce Parlement de l'Union populaire locale. Et si je suis venu ici, c'est aussi pour demander son financement, parce que compte tenu en fait de la disproportion qu'il y a entre le vote qu'a eu Jean-Luc et les résultats minables qu'on a obtenus, on sait pourquoi ça s'est passé. C'est la légitimité, la capacité à communiquer médiatiquement. Et la communication médiatique ne peut être fonctionnelle que quand la personne est identifiée par le journaliste. Si la personne n'est pas identifiée par le journaliste, aucun journaliste n'ira voir un Pékin dans la rue pour lui poser la question « Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire ?» Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à tous les groupes d'action, moi je fais partie de plusieurs groupes d'action, de se réunir et de s'auto-organiser autour de ce Parlement de l'Union populaire. Ce Parlement de l'Union populaire, en fait, a été constitué de 9 groupes d'action sur les 12 que contient la Guadeloupe, ou sur les 11 de la Guadeloupe, les 2 qui sont les 2 individualistes.
Attends, j'arrive à la question. Ouais, mais c'est pour que tout le monde puisse parler. J'arrive à la question parce que j'explique un mécanisme qu'on a mis en œuvre de sorte à répondre aux exigences de la transformation d'un mouvement nébuleux, qui est un mouvement, à un mouvement qui reste nébuleux mais associatif. Dans la structure de ce Parlement, ce qu'on a fait, donc, c'est un système de vote contorsé avec des mécanismes de comité sur lequel il n'y a pas de présidence, ce sont des coprésidences. Donc c'est plusieurs personnes qui coprésident le mouvement, des gens qui en fait vont être des chairmans qui vont animer la conférence ou la réunion qui a lieu, mais par contre un mécanisme qui permet de créer des comités en fonction des compétences de chacune des personnes qui sont dans les GA. Ce qui permet, s'il te plaît, pour ce qui permet, oui, c'est important. Ce qui permet à toutes les associations camarades, de moi santé, je t'écoute avec attention, mais il y a des camarades qui veulent poser aussi des questions. De santé, d'éducation, de la pêche, etc., de pouvoir avoir des comités dans lesquels on est en lien direct avec ces associations pour les soutenir. Et le principe, c'est tous pour un et un pour tous. Ce qui fait que s'il y a un groupe, un problème par exemple, comme tu disais pour l'ascenseur qui est en panne, en fait, c'est l'ensemble des gens de toutes les associations de toute la Guadeloupe qui viennent se soutenir. Donc en fait, la question que je te pose, et que je pose, c'est il faut que l'on s'organise. Et comment on va s'organiser pour que justement, en limitant le nombre d'associations, elles puissent être financées, de sorte à ce qu'en fin de compte, on gagne en légitimité, parce que si on est financé, on gagnera par nature en légitimité, de sorte à ce qu'on puisse après communiquer. C'est ça la question fondamentale. Donc c'est le financement. Ok, je vais revenir dessus tout à l'heure. On fait tourner la parole, les camarades qui sont là. Ouais, bonjour. Ça va, chacun son tour. Moi, c'est Michel, je suis de Gironde. Ouais, on va venir au fond après. Et devant les camarades. Ouais, d'accord. Ok. Le camarade qui vient de parler, là, il m'a fait passer un truc, c'est que les regroupements, nous, en Gironde, on a mis en place un inter-GA. Voilà, il y a à peu près 55 GA sur la Gironde. On a un inter-GA. Je ne rentre pas dans les détails, mais on essaie de voir comment, effectivement, ça doit fonctionner de manière à s'appuyer de manière permanente sur les GA, quoi. Il y a une tentative vraiment de travail démocratique. Alors, ce que m'a fait penser le camarade devant, c'est que ces structures-là, elles sont aussi des structures d'échange d'expériences. C'est-à-dire qu'on se nourrit réciproquement des expériences des autres. Et ça, c'est vachement important. Et la verticalité telle qu'on la ressent quand même trop au niveau de la France insoumise, actuellement, elle ne permet pas ça. L'Inter-GA, qu'on a pris l'initiative d'organiser, ça permet quand même un peu ça. Bon, c'est pas l'idéal, hein. Il y a des choses qui... Bon. La deuxième chose, je voulais dire, sur les finances. Oui, effectivement, ce que tu nous as dit, Manuel, sur les meetings, sur les hologrammes et tout ça, c'est vachement important. Ça a eu vachement d'effet sur la conviction qu'il fallait aller de ce côté-là pour un certain nombre d'électeurs. Mais à la base, nous aussi, quand on va afficher tout ça, on a des dizaines de litres de carbu qu'on met dans la bagnole et ça coûte cher. Et après, on met aussi de l'argent pour que ce soit de l'argent défiscalisé pour la France insoumise, etc. Alors, on a aussi besoin de moyens parce que, dans la situation actuelle, et je le dis politiquement, il y a un travail formidable qui est fait à l'Assemblée nationale, mais ce travail formidable, même si on a des moyens de diffusion au niveau de YouTube, etc., nous, si dans un porte-à-porte, et les porte-à-porte ont été revendiqués comme des choses qu'on doit absolument continuer après les élections, si dans un porte-à-porte, on a l'occasion de montrer à quelqu'un qui nous dit « mais pour moi, tu vois, ce que je vis là, il n'y a rien qui est fait par la France insoumise. » Et nous, si on veut arriver à mettre en relation avec le boulot qui est fait à l'Assemblée nationale, c'est là qu'on peut valoriser ce travail-là, quoi. Okay. Et donc pour ça, on a aussi besoin de moyens, ne serait-ce que pour faire des tracts aussi, par exemple, avoir des moyens de diffusion des infos. Je termine. Excusez-moi, je termine. Vas-y. Excusez-moi, je termine. C'est moi qui aurais dû donner une durée. Je dis à l'occasion que les supports nationaux ne sont pas toujours adaptés. Et donc, il faut qu'on puisse les adapter par rapport aux problématiques locales qui nécessitent la mobilisation et les actions.
Et parfois, on a l'impression qu'on est pris pour des petits garçons ou des petites filles. Ne serait-ce que, par exemple, le dernier mail qu'on a reçu, je crois que c'était le 6 juillet, où on nous disait, camarades, il faut aller devant les écoles. Il faut que vous nous disiez quand est-ce que vous avez prévu d'aller dans telle ou telle école. Bon, oui, bien sûr, on va le faire. Mais on a aussi une capacité à penser, quoi. Vas-y, je te répondrai là-dessus. Je suis désolé, j'aurais dû le faire au début, mais comme il y a beaucoup d'inscrits, je vous propose qu'on limite le temps de parole au maximum, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse parler. Et on avait dit au fond, vas-y. Perdons pas de temps. Et après, à gauche, au fond, il y a Dominique qui lève la main depuis le début. Allez-y. Toi aussi. Essaye de faire 1 minute, s'il te plaît. On va y arriver. Oui. Vas-y. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller d'un élu et essayer d'agir au niveau associatif, comme tu as dit, une sorte d'alternative pour répondre à une urgence pratico-pratique, je ne sais pas. Et qu'est-ce que c'est la question des salles? Si on veut continuer, en réalité, là on n'a pas la lettre type. Donc il y a une élection où la loi nous autorise à avoir des salles. Est-ce qu'il faut passer par le biais d'une association pour avoir des salles? Ok. Merci beaucoup pour ta question. Allez, on continue. On va en prendre encore 5. Ouais. Vas-y. Si tout le monde fait 1 minute, on peut presque prendre toutes les questions. Oui, on va revenir vers toi, camarade, mais il faut qu'on tourne un peu. Là. En fait, ça va trop loin. Au fond, on a pu... Ça capte plus. Vas-y, Dominique. Je me replacer dans l'introduction qu'a fait Manu tout à l'heure. Indiquer que nous avons franchi une étape, nous ne sommes plus dans la même séquence. Je parle toujours de la même manière, j'essaye de coller, voilà. Je continue de parler de la même manière. Dominique, enlève le micro et parle sans micro, ce sera plus simple. Il ne permet pas de donner des moyens un GA depuis plusieurs années et ce que je vois aujourd'hui à Toulouse, moi je ne me suis pas présenté de Toulouse, dans le GA, on voit bien que la ben ça retombe, et ça vous l'avez tous constaté par chez lui, aucun moyen d'associer camarades à l'élaboration de l'orientation que nationale ou au plan local. Donc il faut plus de 20%, 20% arrive à premier tour et seulement, au deuxième tour et pas seulement au premier tour. Et pour ça, il faut continuer de convaincre. Et pour continuer de convaincre, il faut que les adhérents, il faut que les militants qu'il faut récemment Merci. Clémentine a fait contribution et je pense et jusqu'au sommet. Merci Dominique. Et à la parole il faudrait... Moi je me permets juste une. Je suis du Jura et je suis chef de file et je voulais connaître votre avis sur la place des chefs de file dans les circonscriptions parce que suite aux élections. Je vais y répondre. Continuez, une femme serait bien. Vous inquiétez pas les camarades, par ailleurs on va rester après un peu pour en parler si nécessaire. Et puis il y a d'autres ateliers. Vas-y camarades.
Moi, je suis Françoise de Montpellier. Moi, je pense qu'il faudrait des formations aux techniques d'éducation populaire qui répondraient sur le terrain à beaucoup de problématiques. D'abord, des formations sur la gestion de groupe, gestion de réunion, des techniques de jeu, de choses comme ça. Et ça s'apprend. Et en même temps, ça répondrait aux besoins et à la nécessité d'avoir une démocratie plus grande au sein de l'AFI. Parce que je pense que c'est vrai que ça descend un peu trop d'en bas. Et on a l'impression que... D'en haut, pardon. Voilà. D'en haut, et on a l'impression que c'est compliqué de faire remonter et de tenir compte. Et beaucoup de gens faisant partie de la France Insoumise reprochent ce manque de démocratie qu'on sent quand même sur des sujets. En parlant de la campagne, là, il y aurait beaucoup à dire. Ok, merci. Il reste 3... Vas-y. Et venez, si vous êtes au fond, approchez. Vous énervez pas. Ça... Au fond, en fait, le micro ne marche pas. Ça va, vous énervez pas. Camarades. Venez, ceux qui vous êtes au fond, venez rapprochez-vous. Moi, je me suis déplacé. Du coup, très rapidement, j'aurais envie de dire beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire court. D'abord, une remarque qui se veut constructive. Je pense que les solutions, elles sont dans notre programme, en fait. Moi, ça m'est venu sur les histoires de bassins versants, c'est un peu un fantasme, mais je pense qu'il faut qu'on applique notre programme. Bon, les bassins versants, c'est peut-être un peu compliqué, mais je trouve ça intéressant. Par contre, là où il y a la solution, je pense, et qui répond aux questions, c'est la planification écologique. Moi, j'ai vu une interview sur hors-série de Razmik Keshmeyan et Cédric Durand. Ils en font une là maintenant et une le créneau prochain. Et en fait, ils expliquent qu'il faut qu'il y ait un cadre qui vienne d'en haut, qui va être appliqué différemment à chaque endroit, qu'ensuite ça remonte et que ça fasse des allers-retours. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'il y ait une biodiversité de solutions qui correspondent à des territoires. Et voilà, je pense que ça... Et il faut qu'on applique notre programme au maximum et à plein d'autres endroits. Et ensuite, alors très rapidement, je voudrais vous partager une inquiétude. C'est que, pour le dire très vite, moi j'ai fait la campagne de 2017, on était 500 000 sur les plateformes. J'ai fait celle de 2022, on était 300 000 sur la plateforme numérique. Et je pense qu'il faut qu'on ait de toute urgence conscience que le score, il est d'abord la dynamique autonome et endogène des quartiers populaires. En 2, c'est les copains qui se sont bougés le derche. Et en 3, nous, les militants. Et c'est là où il faut repenser la place du militant. Moi, je crois, il y avait eu une conférence il y a 3 ans avec, comment il s'appelle, peu importe, sur l'engagement. Il faut vraiment qu'on pense l'engagement et il faut qu'on pense en termes activistes, militants. L'engagement de type militant, militaire, il correspond à la forme parti, à la forme mouvement, à ce qu'on va inventer, c'est probablement autre chose. Voilà. Merci. On a le temps pour une dernière. Allez, une dernière, vas-y, là, s'il te plaît, là. Camarade. Il y a le copain qui lève la main depuis le début, si on peut lui donner la parole et après on s'arrête. Allez, dernière prise de parole. Après, je vous promets, il y aura d'autres... Vas-y. Parce que ma question est simple. Elle concerne ce qu'a dit tout à l'heure Anaïs dans la présentation initiale, où tu as... faut que je parle sans micro, peut-être. Bon, comme ça va mieux. Bon. Alors, ça concerne ce qu'a dit Anaïs dans sa présentation. Elle a utilisé un mot qu'elle a rejeté en même temps, parce que tu as dit conscientiser et tu as ajouté j'aime pas ce mot. Et moi, ça me renvoie tout de suite conscience, forcément. Des années que je constate que notre population en France, mais je pense que c'est partout un peu comme ça aussi, mais je ne connais pas ailleurs, notre population est en déficit de conscience. Et justement, on n'avance pas à cause de ça. Nous sommes une population apathique qu'il faut réveiller. Merci. Je suis désolé pour celles et ceux qu'on n'a pas pu prendre là pour l'instant dans les prises de parole. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres conférences. On reste là après s'il y avait des cas un peu concrets. Anaïs, tu veux dire un mot? Vas-y. Juste le tac au tac sur conscientiser. Alors, c'est une raison personnelle pour laquelle je n'aime pas trop ce mot, parce que je me dis que conscientiser, moi, je le vois comme quelqu'un qui vient donner une bonne parole. Et en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est tout le contraire, c'est qu'on se saisit de ce que j'ai dit dans mon propos, de la réalité du terrain et de ce que nous disent les gens pour nourrir ensuite notre programme, nos actions, notre forme de mobilisation. Voilà, c'est pour ça que je n'apprécie pas forcément ce mot, parce que je trouve qu'il peut être décliné de différentes manières, bien évidemment.
Mais pour autant, je trouve que c'est pas ce qui est le plus... je trouve que c'est pas adapté pour nous, quoi. Voilà. Mais je suis d'accord sur ton postulat qui dit qu'il faut qu'on reprenne conscience, mais pour ça, c'est aussi l'action politique qui permet de prendre conscience. Voilà. Ok, merci. Alors bon, pareil, je n'ai pas la prétention de répondre aux 10 questions qui ont été posées en quelques minutes. Dire 2-3 éléments. Premièrement, tout à l'heure, j'ai oublié de répondre à une question et elle était importante, c'était quelle est la place des circonscriptions. Et ça m'amène à aborder un point que j'ai peu abordé tout à l'heure, qui est l'articulation France Insoumise, NUP dans notre travail. Avec toujours cette idée qu'on ne peut pas demander à des camarades sur un territoire d'animer en même temps 6 cadres, quoi, parce qu'à la fin, on s'en sort plus, quoi. Donc il faut arriver à trouver, à mon avis, les articulations et les périmètres géographiques dans lesquels le cadre le plus pertinent à faire vivre, c'est le cadre de notre mouvement, parce que c'est pas parce qu'il y a la NUP que notre mouvement doit arrêter de fonctionner. Pour une raison simple, c'est que si notre mouvement arrête de fonctionner, la NUP arrêtera de fonctionner aussi. Donc il faut que les deux continuent à fonctionner. C'est pas arrogant de dire ça, ça veut pas dire la NUP c'est nous. Ça veut dire on est le fer de lance, on est ceux qui veulent faire vivre le cadre, qui l'entretiennent, et pour ça on a besoin que notre mouvement y vive. Moi personnellement, je pense que c'est très important par contre que la NUP elle continue à fonctionner, et que la NUP elle continue à fonctionner pas uniquement comme une alliance de sommets. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, un intergroupe à l'Assemblée nationale, des réunions entre les partis politiques au niveau national, et puis le Parlement de la nouvelle Union populaire. Tout ça est très bien, ça doit vivre. Mais il faut que ça continue à vivre aussi localement. Et le cadre pertinent pour faire vivre la NUP localement, c'est le cadre de la circonscription. C'est le cadre de la circonscription parce que c'est l'endroit où les équipes militantes ont travaillé ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits où ça s'est mal passé. Il y en a sans doute des endroits où ça s'est mal passé. Mais dans 330 cas, c'était des candidats de la France Insoumise. Donc globalement, pour les Insoumis, ça n'a pas dû trop mal se passer. Et puis il y a même d'autres endroits où ce n'était pas des candidats de la FI. Et heureusement, ça s'est bien passé. Donc je crois qu'il faut continuer à faire vivre ces cadres. Comment on fait ? Quand c'est les candidats députés ou candidats malheureusement pas élus France Insoumise, c'est pas très compliqué de proposer, de refaire une réunion de circonscription, de s'emparer des sujets et de faire vivre ces cadres-là. Quand c'est un député d'une autre formation politique, d'aller discuter avec lui en lui disant ce serait bien de réunir les militants régulièrement, etc. Peut-être il y a des endroits où ils ne voudront pas, et on le fera quand même. Parce que nous, on a envie que la NUP elle continue à exister sur ce territoire et pas qu'il y ait des circonscriptions où ça ne soit pas le cas. Donc moi, je crois que le cadre circonscription, il doit continuer à vivre, mais il doit continuer à vivre autour du périmètre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On ne pourra pas forcer les gens, et ne rentrez pas, à mon avis, dans des grandes négociations avec les partis pour qu'ils soient d'accord, pas d'accord. Ils sont d'accord, ils viennent. Ils ne sont pas d'accord, ils ne viennent pas. Mais nous, on a quand même le pouvoir et le droit de continuer à dire les périmètres de circonscription NUP, ils doivent continuer à exister. Et ce n'est pas méchant de dire ça, c'est pas respectueux. Mais c'est aussi le respect de la campagne électorale qu'on a menée. Et ensuite, la FI, elle doit vivre au niveau des groupes d'action locaux. Et, on en a parlé, elle doit, je crois, se doter de quelques éléments de coordination pour pouvoir agir à l'échelle d'un département ou d'une commune. Je pense que si on arrive à articuler ça entre les échelons Circo et GA, ça me paraît être le plus pertinent. Premièrement. Deuxièmement, les camarades qui disent on a plus de difficultés à mobiliser, ou entre 2017 et 2022, va y avoir moins de monde dans nos groupes d'action. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais je vais vous dire franchement, ça sera le cas. Enfin, ne vous attendez pas à ce que pendant 5 ans, il y ait autant de monde dans les groupes d'action et dans les structures départementales que pendant le dernier mois de la campagne présidentielle. Et je vais même vous dire, c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que c'est la preuve que notre mouvement politique, il est en lien avec la société. Donc quand la société, elle se réchauffe politiquement, et ben notre mouvement politique, il se réchauffe politiquement. Et quand la société, elle se refroidit politiquement, et ben notre mouvement politique, il se refroidit politiquement. Alors dire c'est une bonne nouvelle est un peu caricatural. Ça ne veut pas dire que pour autant, on ne cherche pas à se fédérer, à se structurer. Pardon ? Ouais, non, j'entends, mais attends, je réponds pas seulement à toi, camarade, je te dis, parce que je sais que les sujets ont été abordés. Après, tu as raison, hein, je vais même te dire, je vais même plus loin que toi, pour avoir fait la campagne, pour avoir fait la direction de campagne en 2017 et en 2022, l'élection présidentielle de 2022 a été moins un moment dont le peuple s'est emparé que celle de 2017. Et si vous voulez la démonstration, regardez à partir de quand elle a occupé le terrain médiatique
regardez le monde qu'il y avait au meeting. Excusez-moi, je peux le dire ici. Il n'y a pas trop d'oreilles indiscrètes, mais il y avait moins de monde à nos meetings en 2022 qu'en 2017, et pourtant on a fait un meilleur résultat. Donc je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, et j'ai pas de difficulté. Mais ça, à mon avis, ça dépend pas de nous par ailleurs. C'est la question du rapport entre... Enfin, ça dépend pas de nous. On peut agir dessus, hein, bien sûr, mais c'est une question plus globale, quoi, la politisation globale de la société. Bref, je ne veux pas être trop long parce qu'on arrive à la fin et il faut que vous ayez la pause pour pouvoir manger. Dire aussi, après, on a le droit de le penser, mais moi je ne le pense pas, que je ne suis pas d'accord avec les camarades qui disent qu'il faut tout jeter, tout réinventer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on puisse s'améliorer, c'est une évidence. Qu'on puisse faire mieux, c'est une évidence. Mais quand on fait une amélioration, on le fait sur la base d'un bilan. Et moi, je pense qu'un bilan où on a fait 11% la première fois, 19% la deuxième fois et 22% la troisième fois, moi, je veux bien, mais c'est un bilan qui est un bilan positif. Donc, on n'a pas fait que des trucs nuls non plus. Voilà. La question après, c'est comment on s'améliore pour franchir l'étape la prochaine fois. Et donc, on va essayer de s'améliorer pour franchir l'étape la prochaine fois. Je suis conscient qu'il y a des difficultés, des problématiques locales. Je ne réponds pas sur les cas locaux parce que sinon, je vais y passer beaucoup de temps. Mais on en reparlera, camarades. Il n'y a pas de problème. Tu es là, tu es venu pour là, on va en parler. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On pourra parler, et ça posera la question de la structuration politique, des formations politiques nationales dans les départements et les territoires d'outre-mer, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont posés et qui ne sont pas toujours évidents entre l'articulation entre un parti national et des partis locaux. Bref, on en parlera. Il n'y a pas de difficulté. Il y a des sujets qui ont été posés, je ne peux pas répondre à tout. Il y a des contributions qui ont été faites, je vous en remercie. Si vous en avez d'autres à faire, n'hésitez pas à les faire. Et je suis sûr qu'on va progressivement améliorer nos cadres de fonctionnement, d'organisation pour être les plus efficaces possibles. 200, 300 associations, franchement, je te le dis sincèrement, je crois que tu ne te rends pas compte du risque que c'est et du travail que ça constitue, mais c'est un désaccord, c'est pas grave, on a le droit d'en avoir. Voilà. On en reparle. Merci à vous. Il y a d'autres conférences de toute façon où ces sujets vont être abordés. Merci de votre patience et de votre participation.